Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où je vais vous parler des 10 accessoires indispensables si vous commencez la vidéo et accessoirement la photo. Alors voilà, vous avez certainement acheté le boîtier qui vous fait rêver depuis un certain temps. Vous regardez également, je pense aussi, puisque vous êtes là, des vidéos YouTube où pas mal de youtubeurs vous parlent de pas mal d'accessoires et vous dites tiens, peut-être qu'il faut que j'achète celui-ci ou celui-là. Et donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour un petit peu vous recentrer sur les fondamentaux et sur les accessoires qui sont indispensables si vous voulez faire de la photo et de la vidéo. Alors il aurait fallu que je fasse deux vidéos, une clairement pour la photo et une pour la vidéo, mais la plupart d'entre vous, je pense, font principalement de la vidéo et de la photo occasionnellement. Donc du coup, mes 10 accessoires sont valables pour ces personnes-là. Le premier accessoire qui est pour moi indispensable, c'est un sac. Alors pour certains, vous allez me dire, bah oui, mais c'est la base. Pour d'autres, ils vont dire, mais pourquoi? Donc on va parler du sac photo qui est spécialement fait pour pouvoir placer votre boîtier et vos objectifs. J'ai déjà vu des gens se trimballer avec un boîtier à plus de 1000 € dans un sac à dos de tout ce qu'il y a de plus banal. Et pour moi, c'est juste pas possible. Alors déjà, quand tu fais tomber ton sac qui est rembourré, qui a des emplacements pour, bah t'es pas bien, tu te dis mince, j'espère que j'ai pas cassé quelque chose, mais quand tu as un sac qui est juste en tissu avec pas de renfort, bah forcément, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc il existe beaucoup de sacs photo, hein, je parle bien de sacs photo, il y a des sacs qui sont photo voyage, il y a des sacs qui sont plus voyage, mais vous pouvez ranger votre appareil dedans. Là, je vais vous parler des sacs photo. Donc là, j'ai le premier sac, c'est un sac qui coûte, je crois, 25 ou 30 €. C'est un sac que je prends occasionnellement quand je pars un petit peu pas très loin, où je mets mon boîtier, je mets mon drone, voilà, je mets pas forcément grand-chose dedans. Donc du coup, ce sac me permet de mettre l'essentiel avec mon drone, quelques filtres, etc. Enfin, rien de fou. Et sur les côtés, je peux ranger mon trépied et une gourde. Et sur la poche de devant, je peux aussi ranger accessoirement mon iPad mini pour pouvoir le piloter avec le drone. Après, j'ai un autre sac. Alors celui-ci, je m'en sers exclusivement pour le travail parce que j'ai beaucoup plus de choses à emmener, mais pas que. Si maintenant je sais que je dois partir assez loin et que j'ai besoin de faire des prises de vue différentes, que j'ai besoin par exemple d'aller dans l'eau, que j'ai besoin d'aller en l'air, etc., d'avoir plusieurs focales, etc. Donc je peux ranger mon drone, mes objectifs, un peu plus de place forcément, je peux mettre un micro, je peux mettre vraiment beaucoup de choses dans ce sac professionnel, je peux mettre ma GoPro, etc. Ensuite, deuxième accessoire, et j'aurais pu le placer en premier parce que pour moi c'est l'accessoire le plus important, c'est ça. Cette petite soufflette et ce microfibre, ce chiffon en microfibre, vous devez les avoir systématiquement dans vos affaires. Vous n'êtes pas à l'abri d'une poussière qui vient se caler dans le capteur, sur l'objectif, des traces, on ne nettoie pas avec des mouchoirs, on ne nettoie pas avec du PQ, on ne nettoie surtout pas avec de l'essuie-tout. Microfibre obligatoire. On a aussi la possibilité de mettre un produit. Alors pour le produit, sincèrement, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est vraiment fait exprès pour. Peut-être qu'un chiffon humide fera peut-être l'affaire. En tout cas, moi, je m'y risquerai pas. Je prends le produit qui est avec le kit de nettoyage, la microfibre et la soufflette. Ne soufflez pas avec votre souffle, vous allez postillonner. Et puis si vous avez mangé un peu de salade à midi, ce serait dommage d'avoir un morceau de salade vert dans votre objectif. Alors troisième accessoire qui est pour moi indispensable, puisque c'est la carte SD. Donc la carte SD elle va vous permettre de filmer ou de prendre des photos avec votre boîtier. Alors là j'ai une petite boîte, je m'en sers pour ranger mes cartes mémoire. Alors il y a beaucoup de micro SD, mais aujourd'hui on va essentiellement parler de cartes SD. Et là ça aurait pu être le sujet d'une autre vidéo parce que des cartes SD il en existe beaucoup avec différentes appellations, différents débits, différentes taille, stockage, etc. Donc pour faire vite, une carte qui s'appelle juste carte SD, c'est une carte qui est inférieure ou égale à 2 Go. Une carte SDHC, c'est une carte qui est entre 4 et 32 Go. Une carte qui se nomme SDXC, c'est une carte qui a plus de 32 Go. Je vais vous prendre un exemple d'une carte SD de 8 Go pour un boîtier qui a 24 mégapixels. Donc en l'occurrence, comme mon Sony A7 III. Donc pour 8 Go, l'équivalence en termes de photos, on peut faire avec 8 Go, je vous le rappelle, sur un boîtier de 24 mégapixels, 280 photos en RAW. Ou alors 1060 photos en JPEG. Pour certains, vous allez trouver ça beaucoup trop peu. Pour d'autres, c'est peut-être suffisant. Personnellement, j'opterais pour une carte SDXC. Donc c'est la SanDisk 95 mégabits par seconde de capacité 64 Go. Avec ça, vous allez pouvoir filmer
un peu plus d'une heure, on va dire, parce que les débits sont différents d'une caméra à une autre, ça dépend si vous êtes en 400 mégabytes seconde, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, avec un GH5, si vous voulez filmer dans la qualité la plus grande, il vous faudra une SDXC2. Ensuite, quatrième accessoire indispensable, c'est une batterie supplémentaire pour votre boîtier. Alors aujourd'hui, c'est vrai, avec les Sony A7 III, avec les GH5 et autres derniers hybrides et réflexes, les batteries ont une bonne autonomie, on dépasse souvent les 1 heure d'enregistrement vidéo. Mais, alors moi je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup, je suis très prudent par rapport à ça, parce que j'ai pas envie d'être sur un tournage, ou même pour du loisir ou du pro, encore plus pour du professionnel, mais admettons qu'on parle juste loisir, comme Monsieur Tout-le-Monde, vous partez en vacances, vous partez le matin à la plage, vous emmenez votre boîtier, vous avez les enfants qui jouent, vous avez quelque chose à prendre, à record, vous allez faire votre record, il y a à peu près 1 heure d'autonomie, et vous rentrez le soir. À votre avis, est-ce que 1 heure de vidéo vous suffiront pour faire toute la journée? C'est la question à se poser. Alors il y a des personnes qui rentabilisent très bien leur batterie, qui l'utilisent à bon escient, qui ne laissent pas trop allumer, etc. Même si le fait d'allumer et éteindre, bah, ça consomme aussi de la batterie. Par rapport au débit que vous allez enregistrer, de la 4K forcément à 50 images par seconde, bah, ça va utiliser beaucoup plus que du 1080 en 25 images par seconde. Donc à vous de gérer de votre batterie, mais je pense qu'il est nécessaire d'acheter au moins une batterie supplémentaire. Après, il y a 2 écoles pour les batteries. Soit la batterie de chez Amazon, qui, en théorie, a le même nombre de mAh que la batterie d'origine, mais voilà, dans le temps, on ne sait pas, en fait. Donc souvent, moi, je vois sur les avis Amazon, des gens qui parlent en disant « Ah oui, bah, cette batterie, elle est géniale, elle a plus d'autonomie que la batterie de mon Sony A7 III ou de mon GH5 d'origine. » Alors oui, effectivement, quand tu vas l'acheter ta batterie, bah, au début, elle aura une bonne autonomie, mais c'est comme pour tout, c'est comme des piles de bonnes et de mauvaises marques. Au début, ça fait l'affaire, puis vous les rechargez, et les rechargez, et chargez, et ça se trouve, dans 6 mois, bah, elle aura 50% de sa capacité. Ça, on ne sait pas vraiment, on n'a pas assez de recul. Je pense que les gens ne reviennent pas 6 mois ou 1 an après sur le site Amazon pour dire, en fait, au bout d'1 an, bah, la batterie, il y a très peu de gens qui le font. Donc, 2 écoles, soit vous prenez des batteries, généralement sont vendues par 2, plus un chargeur. Alors pour le Sony A7 III, c'est de bon augure, puisqu'il ne donne pas, Sony, de chargeur avec le boîtier. Donc du coup, ben, il vous reste la solution d'acheter 2 batteries avec un chargeur qui vous coûte 40-50 € par là, ou alors d'acheter une batterie du constructeur qui coûte environ 70-80 €. À vous de voir. Cinquième, je crois, cinquième accessoire indispensable. Alors celui-ci est indispensable si vous faites que de la vidéo, hein, ou si vous faites un peu de vidéo. Pour les gens qui font de la photo, c'est pas indispensable, mais c'est quand même très pratique si vous faites de la photo en longue exposition, ou alors si vous voulez avoir une belle profondeur de champ, etc. Je vais parler des filtres ND. Alors des filtres ND, il y en a pour plusieurs choses, on va dire. Pour les boîtiers, donc vous avez des filtres UV, des filtres polarisants et des filtres ND. Les filtres ND, c'est les filtres gris neutre. Alors on va parler du premier filtre. Le premier filtre, c'est le filtre UV. Alors le filtre UV, aujourd'hui, tous les objectifs ont déjà un traitement UV, même des objectifs à 200-300 €. Donc, l'utilité du filtre UV, c'est d'avoir une protection sur votre optique. Si admettons que vous n'avez plus le cache de votre objectif et que vous avez quand même envie de protéger la lentille, et ben vous mettez un filtre UV. Donc le filtre UV, vous le mettez et vous l'enlevez quand vous en avez besoin, parce que c'est dommage. Alors après, il y a 2 écoles aussi. Soit vous achetez un filtre UV à plus de 100 € et du coup, il ne dégrade pas l'image de votre objectif. Soit vous achetez un filtre UV à 10-15 €, il protège votre objectif. Par contre, quand vous allez prendre une vidéo ou une photo, enlevez-le, parce que ça va être pas juste au niveau des couleurs. Deuxième filtre qu'on va parler, c'est le filtre polarisant. Le filtre polarisant, il a 2 fonctions, on va dire ça comme ça. Vous avez le soleil qui tape sur un pare-brise, et en fonction de comment vous tournez votre filtre polarisant, vous allez voir ou l'intérieur ou le reflet du soleil sur le pare-brise. Pareil sur l'eau, si vous voulez voir les fonds marins, utilisez un filtre polarisant. Si vous avez le soleil qui vient taper dans l'eau, au moins vous allez voir en dessous, en le réglant. L'autre utilité, si vous avez un ciel plutôt cramé et une mer bleue mais qui se réfléchit un petit peu, vous avez envie justement de garder le bleu ou du ciel ou le bleu de la mer, donc vous allez tourner votre filtre polarisant pour pouvoir adoucir un petit peu les lumières ou alors les booster. Ça c'est le petit plus, c'est la petite pochette avec tous mes filtres. Donc ici on a mon filtre polarisant et puis j'ai 2 filtres ND variables. Donc ça on va en parler tout de suite. Les filtres ND variables, on les met généralement sur les objectifs directement en vissant dessus. La fonction première au filtre ND, c'est de diminuer la lumière qui vient taper sur le capteur.
sur l'objectif. Donc très utile en vidéo, si vous êtes en extérieur et vous avez une image qui est cramée, que vous avez envie de garder un shutter qui est au double de vos FPS, je vous le rappelle pour la petite règle, hein, toujours doubler le shutter par rapport au FPS. Si vous filmez en 25 images secondes, votre shutter va être à 1/50e. Si vous êtes à 50 images par seconde, votre shutter va être à 1/100e. Mais parfois, il arrive que même en étant à 1/100e et votre FPS est à 50, vous allez avoir une image cramée. Donc, soit vous fermez votre objectif, donc du coup, au lieu d'être à f1.4 ou f1.6, f2.8, etc., eh ben, vous allez garder votre ouverture maximum et vous allez tourner votre filtre pour pouvoir diminuer la lumière et garder votre flou de bouger naturel. Alors pareil, deux écoles pour les filtres ND. Soit vous faites de la vidéo et vous n'avez pas envie de changer vos couleurs, donc je vous conseille de mettre un filtre ND plutôt haut de gamme, plutôt cher. Alors pour la photo, c'est encore un petit peu différent, c'est pas des filtres à visser qu'on utilise la plupart du temps, c'est plutôt carré. On vient mettre un filtre ND par-dessus, comme une petite plaque en verre, et du coup, on vient, pour les longues expos en général, mettre un filtre ND 1000 pour pouvoir rester 20-30 secondes, même en pleine journée. Pour le filtre ND variable, alors il y en a qui disent que c'est pas grave en vidéo de mettre un filtre ND pourri. Moi, je ne serais pas trop de cet avis, parce qu'il y a des filtres ND qui sont traités différemment pour diminuer la lumière, et il y en a qui changent vos couleurs. Parce que le RVB, vous avez des différentes couleurs qui s'annulent. Je ne suis pas là en train de vous donner un cours au niveau des couleurs, mais parfois le traitement du filtre ND est assez déplorable, et du coup, vous avez des couleurs qui changent. Alors, faites le test, achetez peut-être un filtre ND sur Amazon ou pas cher, prenez une vidéo avec ce filtre, mettez-le au minimum, enlevez le filtre, faites le même plan et vous verrez si vos couleurs changent ou pas. Et regardez-le plutôt en post-prod avec des outils de mesure au niveau de l'étalonnage, au niveau de la luminance et surtout au niveau de la couleur. Sixième accessoire qui est pour moi indispensable. Souvent vous allez prendre des plans avec le son du boîtier et c'est pas ouf en fait. Franchement le son du boîtier, surtout maintenant si je me mets en facecam, alors je vais pas juste débrancher mon micro, mais j'ai déjà fait le test, hein. Regardez voir dans la playlist de mes vidéos tuto, j'avais fait un test où on entend juste le son du boîtier, alors ça peut faire l'affaire pour capter des sons ambiants, mais ça ne sera pas qualitatif. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un micro comme celui-ci. Alors, c'est un Rode, c'est le VideoMic Pro, je crois. VideoMic Pro, VideoMicro Pro, VideoMic. Oh, je ne sais plus, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. 40 €, 40-45 € sur Amazon, ça coûte pas cher, ça fait vraiment le taf. Vous pouvez, alors, assez près quand même, hein, faire des interviews par exemple, capter du son d'ambiance et d'avoir vraiment un bon son témoin si vous avez un son à étalonner après en post-production, mais vraiment très très bon. Septième accessoire indispensable pour moi pour faire de la photo et aussi en vidéo. Alors pourquoi de la photo? Parce que souvent vous allez vouloir faire des prises de vue longues, vous allez rester 1 seconde, alors même en dessous de 1/30e, 1/40e, même avec un très bon boîtier stabilisé, en dessous d'une vitesse de 1/30e, vous allez avoir un flou de bouger. Alors même si vous prenez votre appareil comme ça, les coudes bien rentrés, posés contre un mur, en faisant une apnée, etc., il va quand même y avoir un petit peu de flou dans votre image. Donc le conseil de base, c'est de prendre un trépied. Alors il existe différents trépieds. Vous avez des trépieds photo, des trépieds vidéo qui sont un peu plus lourds, ou vous avez une rotule pour pouvoir bouger à gauche, à droite. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces trépieds-là, je vais plutôt vous parler des trépieds accessibles. Donc il existe beaucoup de trépieds. On pourrait aussi également faire une vidéo juste sur les trépieds, sur les monopodes, etc. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler d'un trépied qui fait un peu tout, qui est un peu fragile, mais fragile dans le temps, je m'entends, hein. Vous allez pouvoir le tordre dans tous les sens, il ne va pas casser. Mais le GorillaPod, alors le mien c'est un Joby, je ne suis même pas sûr qu'il y a une autre marque qui développe les GorillaPod. Je ne suis vraiment pas sûr en fait, mais en tout cas Joby c'est une marque référence pour les GorillaPod. Il se plie partout, vous allez pouvoir l'accrocher à une porte, à un arbre, à une branche, par terre, de faire des prises de vue au sol, sur un rocher, enfin vous allez vraiment le tordre comme vous voulez et avoir une stabilité. Alors le petit conseil aussi, si vous faites une photo en longue exposition, c'est de mettre un retardateur de minimum 2 à 5 secondes sur votre boîtier. Donc vous déclenchez, vous avez un temps de 2 à 5 secondes avant de prendre la photo longue. Comme ça vous évite de bouger au moment où vous appuyez sur le bouton. Indispensable pour faire de la photo, mais aussi en vidéo, ça peut être vraiment sympa d'avoir des plans fixes. Vous n'avez pas toujours une pierre ou un machin pour poser votre boîtier. Vous n'avez pas envie forcément de poser l'objectif à même le sol, ou même sur un rocher en fait. Tu n'es pas à l'abri que ça tombe ou que ça glisse, tu vois. Donc un trépied, c'est un minimum pour sécuriser un peu vos prises de vue avec des plans fixes. Huitième accessoire indispensable pour moi, alors celui-là pareil, est-ce qu'il est indispensable oui ou non? Alors pour un photographe, un flash,
bah, c'est indispensable. Donc pour les flashs, il y en a tellement que j'ai pas de flash à vous conseiller. En fait, ça dépend des photos que vous faites. Ça dépend si vous faites du studio ou pas, ça dépend si vous faites du culinaire, si vous faites du portrait, enfin il y a tellement de flashs différents, donc ça je pourrais pas vous conseiller. Par contre pour les vidéastes, ce que je vous conseille c'est un appoint, une lumière test. Alors je sais qu'il y a Aputure qui font des minettes, ça s'appelle une minette, hein, ne voyez pas des trucs un peu... ça s'appelle une minette et ça s'accroche généralement au-dessus de l'appareil, ou alors vous le prenez sur un trépied par exemple, vous pouvez mettre sur un trépied et éclairer quelque chose qui est sous-exposé, ou comme par exemple sur ce plan, et qui peut servir comme derrière, tu vois, je l'ai mise, ça me sert de background derrière mon écran de mon PC, tu le vois juste là-haut, en fait c'est cette lumière, donc qui me permet d'avoir un éclairage en plus, et c'est toujours sympa d'avoir une source de lumière pour pouvoir jouer un petit peu, justement, avec vos lumières. Ou alors, quand vous êtes dans un endroit très sombre, hein, je pense à une cave, si vous faites des expériences un peu paranormales, hein, qui sait, vous allez descendre quelque part avec une cave, et ça fait très immersif d'avoir juste une lampe qui vient éclairer à 1,50 m, 2 mètres devant vous. Quoi que les disent maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. 9e accessoire indispensable. Alors celui-là est encore plus indispensable si vous ne souhaitez pas acheter de deuxième batterie pour votre boîtier, c'est le power bank. Alors le power bank, des batteries comme ça, il en existe des milliers. Et quand je dis des milliers, je pèse mes mots, il en existe vraiment des milliers différents. Alors celui-ci date un peu, il a 22 800 mAh. Si vous voulez recharger votre smartphone, ou votre iPad, ou votre drone, ou votre stabilisateur, ou votre boîtier, parce qu'il y a des boîtiers qui permettent d'enlever la batterie, de mettre un power bank, ou alors de recharger directement la batterie comme ça. Donc du coup, ça étend un petit peu votre temps de film ou de photo. Qu'indispensable, ça coûte entre 20 et 30 € hein, pour les moins chers, qui font le travail. Il y a 3 ports USB, alors on en a toujours un qui développe un peu plus, je crois que c'est 2,1 volts pour les charges rapides, et là j'en ai commandé un deuxième, parce que je m'en sers aussi à la maison, des fois j'ai un peu la flemme, je suis sur le... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et enfin, dernier accessoire indispensable, c'est ça. Alors ça s'appelle une charte de gris, mais pas que, puisque là j'ai du blanc, j'ai du noir, et justement le gris neutre. Donc le gris neutre, 18%, ne réfléchit pas la lumière. Donc si vous avez un plan que vous voulez exposer, avoir une balance des blancs impeccable, vous allez sur votre plan, comme maintenant. Donc là j'ai une lumière devant, j'ai une lumière derrière, je viens mettre ma carte grise. En post-production, je viens piper sur mon gris à 18% qui me permet d'avoir une balance des blancs correcte. On peut contrôler ces blancs dans l'image, et on peut contrôler aussi ces tons sombres également avec la carte noire, pour voir si vos noirs sont réellement noirs dans votre image. Donc il peut arriver parfois que vous êtes dans une pièce où vous n'avez pas de blanc, vraiment blanc, ou de gris. Je donne l'exemple où je suis allé dans une chambre où c'était tout rose, avec des néons, etc. Si je devais filmer cette chambre, j'aurais été un petit peu dans la merde, tu vois, parce que j'avais pas du tout de quoi faire une balance des blancs. Alors en post-traitement, on arrive toujours à le faire, hein, je vous rassure, mais pour les débutants, d'avoir une charte comme ça, c'est vraiment utile, et même dans le milieu professionnel, il y a d'autres chartes avec les couleurs, etc. Mais ça, c'est un minimum à avoir, ça coûte 10 balles. Sincèrement, ça coûte 10 balles, et ça peut vous sauver des fois quand vous n'avez pas de blanc ou de gris sur une scène. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche parce que je ne suis pas régulier, je ne fais pas des vidéos tous les lundis ou tous les mercredis, donc activez la cloche pour pouvoir être informé de quand une vidéo arrive, de la commenter, ça fait plaisir de me donner vos retours. Dites-moi si le fond vous plaît, est-ce que les accessoires que je vous ai cités, vous allez les acheter, ou si vous les avez déjà, dites-moi en commentaire tout ça. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!